Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bonjour à toutes et à tous. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antas samiul alim. Donc aujourd'hui, nous allons entamer les listes. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur les listes, mais cette fois-ci, j'ai bien organisé les choses. Donc je vais commencer ou bien débuter les listes petit à petit. Donc tout d'abord, nous allons passer euh, donc au vif sujet. Avant de commencer le vif sujet, j'aimerais bien vous introduire un petit sommaire sur ce qu'on va entamer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc le sommaire, il dit une introduction sur les listes, les définitions d'une liste, déclaration d'une liste, indexation des listes, parcours d'une liste, slicing technique, donc la technique de découpage en tranches, fonctions et méthodes sur les listes et listes imbriquées ou bien les matrices. Donc dans cette vidéo, nous allons commencer, nous allons entamer à peu près de la partie introduction jusqu'à la partie parcours d'une liste. Slicing technique, les fonctions et les listes imbriquées, les trois dernières tirées, nous allons les laisser pour une vidéo ultérieure, Inch'Allah. On passe. Donc, introduction. Cas pratique. Donc, avant d'entamer le vif sujet, j'aimerais bien vous illustrer un cas pratique parce que, comme j'ai déjà précisé précédemment, la programmation elle est extraite généralement de notre vie réelle et donc les listes. Pourquoi on utilise les listes? Donc, un cas pratique des listes, c'est le cas d'un chariot. Donc, je lis, lorsque tu fais des courses en ligne ou dans un supermarché, un chariot virtuel pour le cas des courses en ligne ou physique pour le cas plutôt d'un supermarché contient tous les articles que tu souhaites acheter. En Python, une liste peut être utilisée pour représenter ce chariot. Autrement dit, donc une liste, tout simplement, c'est le cas d'un chariot. Une liste est une structure de données qui est souple et ordonnée. Une structure de données, tout simplement, c'est une approche dans laquelle on l'utilise pour faciliter le stockage des éléments ou bien des données et de les modifier ou bien les supprimer ou bien accéder à ces éléments, de cette structure de manière dynamique, facile à accéder ou manipuler, tout simplement. Donc c'est ça en gros, c'est ça la définition d'une structure de données. Et donc, une liste, elle est ordonnée, c'est-à-dire les éléments d'une liste, ils sont ordonnés, on peut les modifier, donc ils sont ordonnés, c'est-à-dire le premier élément, c'est le premier élément, le deuxième, le troisième jusqu'à le dernier élément. Elle est modifiable, c'est-à-dire sa taille, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Je peux, je peux modifier, supprimer ou accéder, donc je peux modifier, supprimer ou ajouter un élément à la liste en question. Et c'est le cas pratique d'un chariot, parce qu'un chariot, il peut contenir un ou plusieurs articles, comme il peut contenir aucun article ou aucun produit. Et donc, pour réarranger tous mes produits, tous mes courses ou bien tous mes articles, tout simplement, j'utilise un chariot dans lequel j'ordonne mes éléments. C'est-à-dire le premier élément que je choisis, que je le mets dedans dans mon chariot, c'est le premier élément qui va être indexé par l'élément 0, etc. Donc, c'est ça le cas pratique des listes. Maintenant, une définition et les caractéristiques d'une liste. Donc, tout d'abord, une liste est une structure de données ordonnée particulièrement souple. Donc, j'ai déjà précisé ceci. Donc, ordonnée, c'est-à-dire les éléments de la liste sont ordonnés. Ils sont ordonnés, indexés par des index bien définis. Souple, c'est-à-dire il est dynamique. Sa taille, elle est statique. Donc, je peux réduire la taille comme je peux augmenter ou bien élargir la taille, c'est-à-dire ajouter ou supprimer ou modifier les éléments de la liste en question. Les listes peuvent contenir toutes sortes de données, telles que les entiers, c'est-à-dire les ints, les réels, les flottants, les complexes, les caractères, les variables booléennes ou bien logiques, chaînes de caractères, tuples, dictionnaires, ensemble, voire d'autres listes. Troisième point, une liste est une collection ordonnée et modifiable, c'est la même chose. Chaque élément est classé selon un index, j'ai déjà précisé ceci, index numérique, et peut être librement redéfini, c'est-à-dire je peux supprimer tous les éléments de la liste comme je peux ajouter plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'en quoi j'ai déjà rempli une liste, donc je peux la redéfinir, je peux la libérer aisément en utilisant une des méthodes que je peux les appliquer sur une liste, tout simplement. Le dernier point, la numérotation des index commence à partir de 0. Oui, certes, donc les index, donc l'indexation par analogie ou bien par convention, donc l'indexation des structures de données, elle commence à partir de 0. C'est comme le langage typé C. C'est la même chose. Déclaration d'une liste. Donc, on peut définir une liste comme une collection d'éléments
Voilà, séparés par des virgules, l'ensemble étant enfermé dans des crochets. En d'autres termes, donc la syntaxe à suivre pour déclarer et définir une liste en même temps. Tout d'abord, vous écrivez le nom de la liste en question. Donc je rappelle, le nom de la liste doit respecter la nomenclature ou bien la convention de dénomination d'un objet ou bien d'une variable en langage Python. Je rappelle, vous, vous ne commencez jamais par un chiffre. Donc le nom du variable ne commence jamais par un chiffre. Il ne doit pas contenir des sous-blancs ou bien des espaces. Et bien sûr, des caractères spéciaux à éviter également. On doit les éliminer. Il ne doit pas contenir des caractères spéciaux ni des espaces. Et bien sûr, à part ça, bien sûr, il faut éviter les caractères accentués, les accents. Donc, il faut éviter les accents. Ça marche, le underscore, il est inclus comme caractère, donc il n'y a pas de problème. Après, j'assigne ou bien j'affecte au nom de la liste qui est bien sûr valable. Je dois bien sûr éviter tout mot réservé en Python. Et bien sûr, donc je commence la création de la liste en commençant par un crochet ouvert. Je mets la valeur 1 de n'importe quel type, virgule, je mets le virgule, ou bien la virgule plutôt, valeur 2, virgule, ellipsis, valeur, val i, ellipsis, virgule, ellipsis, virgule, val n, et je ferme ma liste, je ferme ma liste tout simplement en écrivant un crochet fermé. Chaque élément val i peut avoir n'importe quel type. Donc soit flottant, soit entier, soit réel, soit un tuple, soit dictionnaire, voire d'autres listes. Donc un exemple, donc entrée, je définis ma variable L ou bien ma liste L qui reçoit, donc j'affecte à cette variable L la liste qui contient à peu près, donc qui contient 5 éléments, Ali, donc deux chaînes de caractères, Ali et Reda, la variable boolean true, le flottant 1.0 et enfin la liste en question 1,5 qui contient 2 éléments. Et je l'affiche. Comme sortie, j'obtiens ici la racine de mon fichier Python, donc nommé main extensier py. Et ici, tout simplement, je l'affiche. Donc pour afficher une liste, tout simplement, il suffit d'utiliser la fonction sortie print qui permet d'afficher les éléments de la liste en question. Indexation du liste. Donc, en Python, il existe deux types d'indices pour l'accès partiel à chaque élément du liste. Autrement dit, en Python, il y a l'indexage ou bien l'indexage positif et aussi l'indexage négatif, ce qui est nouveau en Python. Par exemple, dans C, on a uniquement l'indexage positif. Lorsqu'on parle d'un tableau ou bien d'un tableau de structure de données, donc tout simplement, l'indexage il toujours commence à partir de 0 jusqu'à la taille -1, c'est-à-dire un indexage positif. Mais le plus dans le Python, c'est l'indexage ou bien l'indexage négatif. Donc voyons donc. Soit les listes L, qui reçoit 1, moins 6, 30, 26 et 10, contenant la valeur n égale à 5. Donc l'accès au premier élément de la liste L se fait par, donc je mets tout simplement le nom de la liste L, dans ce cas L, entre crochets et je mets l'index en question. Donc le premier élément est indexé par 0. L0 soit 1. L'accès au dernier élément de la liste se fait par L, la taille, donc n c'est la taille, moins 1, reçoit 10 par exemple. Les listes sont des séquences modifiables, c'est-à-dire je peux modifier les éléments de la liste. On peut changer la valeur de chaque élément LI. Par exemple, L entre crochet 0 soit 30, print L. Donc dans ce cas, j'ai modifié le premier élément indexé par 0. Et tout simplement, cette variable 1 elle va être écrasée et modifiée par 30 et remplacée par 30. J'affiche et j'obtiens la liste en question, 30. Voilà, donc à la place de 1, j'obtiens 30 et les autres éléments restent figés les mêmes. Indexage, maintenant, on passe à la partie indexage négatif qui est nouveau. Donc, il existe un moyen de désigner les éléments d'une séquence en partant de la fin. Donc, L entre crochet -1 est le dernier élément de la séquence. Autrement dit, donc pour bien comprendre l'indexage négatif et positif, donc je lis d'abord L entre crochet -1 est le dernier élément de la séquence. Autrement dit, ce L entre crochet -1, il est dédié au dernier élément de la liste. L entre crochet -2, l'avant-dernier de la liste. L entre crochet -3, l'avant-dernier de la liste, etc. Si cas positif, donc L entre crochet moins l'indice vaut L entre crochet len de S. C'est quoi len? Tout simplement, c'est une fonction, tout simplement, qu'on applique sur une séquence et qui retourne tout simplement le nombre d'éléments ou bien la longueur de la séquence en question. Dans ce cas, la séquence, c'est notre liste L. Ici, il y a une frappe, une erreur de frappe. Normalement, la taille, donc len entre parenthèses, et je mets la liste L. Je mets la liste ici L, non pas S. Et moins K, l'indice qui est positif.
avec ln retourne le nombre des éléments de L. Voilà, comme j'ai déjà précisé. Donc pour bien comprendre l'indexage, donc exemple concret, soit L une liste contenant des éléments, donc dans ce cas pour faciliter les choses des entiers, ou len de L reçoit 4, c'est-à-dire le nombre d'éléments de cette liste L sont 4 éléments. Donc premier élément, deuxième élément, troisième élément, et le quatrième élément qui est l'entier 9. Et donc, tout simplement, Python, il y a deux approches. Il y a l'indexage positif et l'indexage négatif. L'indexage positif commence à partir de 0 et finit par la taille moins 1. Dans ce cas, la taille, c'est 4. Lorsqu'on a 4 éléments dans cette liste L, et moins 1, j'obtiens 3. Donc, de 0 jusqu'à 3. Mais, pour ce qui est nouveau, c'est l'indexage négatif. Donc, on a tout d'abord le moins 1. Le moins 1 qui est toujours, il identifie le dernier élément de la liste. Et je décrémente par un moins 1. Donc, moins 1, je commence à partir de la droite, à partir du dernier élément de la liste en question, donc indexé par moins 1. Je décrémente par moins 1, j'obtiens moins 2, l'avant-dernier. Je décrémente par moins 1, j'obtiens moins 3, l'avant-dernier, etc. Jusqu'à le premier élément qui est indexé par moins la taille. Donc moins len de L, c'est moins 4. Ça marche? Donc c'est ça l'approche, c'est ça la nouveauté en Python. C'est ça ce qu'il faut retenir. Maintenant, la dernière étape, ou bien la dernière partie dans ce cours, parcours d'une liste. Donc pour parcourir une liste en Python, il existe deux approches. Soit on effectue un parcours par élément. Donc lorsque je dis parcours par élément, c'est-à-dire lorsque je vais parcourir ma liste en question, donc déjà la liste, elle contient des éléments. Et lorsque je vais parcourir ma liste, je vais parcourir l'élément lui-même, et non pas l'index. Et non pas l'index de l'élément, mais l'élément lui-même. Je vais l'extraire et le parcourir. Ou parcours par indice. Parcours par indice, c'est l'autre approche. C'est-à-dire, je vais prendre ou bien je vais identifier l'index de l'élément de la liste en question et non pas l'élément lui-même. Ce qui est familier, c'est qu'on doit toujours utiliser une boucle. Toujours pour parcourir n'importe quelle séquence, on doit utiliser une boucle dedans. C'est-à-dire la boucle est indispensable pour parcourir une telle séquence. Par exemple, liste dans ce cas. Parce qu'une liste, c'est une séquence. Donc la première méthode, j'utilise le mot-clé for. Ici, l'index. Donc c'est une variable quelconque, soit index, donc le nom du compteur, in, donc le mot réservé in, et le nom de la liste, bien sûr, deux points. Je mets une indentation, bien sûr, et j'affiche l'élément de la liste. Donc lorsque je fais for index in non-list, cette première méthode, elle est dédiée au parcours par élément. Pourquoi? Parce que ici, normalement, je dois faire élément, non pas index. Bon, c'est juste une ambiguïté. For élément in non-list, je fais afficher l'élément lui-même de la liste. Et la deuxième approche, ou bien la deuxième méthode, c'est le parcours par indice. Voilà. Donc for, l'élément réservé for, l'index en question, in, mot réservé, range, donc la fonction range, j'ai déjà détaillé, vous pouvez la regarder dans les vidéos précédentes, j'ai déjà détaillé cette fonction. Et je mets comme paramètre len. Donc len, c'est la taille, on voit la taille de la liste en question. Donc len, entre parenthèses, j'affecte à cette fonction comme paramètre d'entrée le nom de la liste en question. Deux points, indentation, et j'affiche tout simplement l'élément en accédant à l'index, à son index. Ça marche? Donc un exercice d'application pour finir. Un exercice d'application pour mieux illustrer les choses. Donc l'énoncé dit quoi? L'énoncé dit soit L, donc une liste qui contient l'élément ml, l'entier 15, donc la chaîne de caractères Farah et la variable booléenne true est une liste d'éléments. Donc la question, il dit générez-moi comme sortie le résultat ci-dessous en utilisant deux méthodes ou bien deux approches. Donc par exemple ici, voilà l'output, la sortie, l'élément 1 2.ml, l'élément 2 2.15, l'élément 3 2.farah. Comme vous voyez, ce sont les éléments respectifs de la liste L. Et le dernier élément ici, je pense l'élément 4, une faute de frappe ici, l'élément 4 ici, l'élément 4 2.true. Astuce, vous pouvez utiliser la boucle for. Et ben pour répondre à cette question, c'est très simple, ou bien à cet exercice, il suffit tout simplement de suivre l'approche, les deux approches que j'ai déjà ici données. Donc les deux approches, la première approche et la deuxième approche. Donc j'aimerais bien, avant de vous montrer la solution, attention, donc j'aimerais bien que vous essayiez
de donner vous-même la solution et puis comparer votre solution avec la mienne. Donc pour voir la solution, elle est déjà prête, c'est très simple. Donc tout d'abord ici, je définis ma liste. Elle reçoit la chaîne ML, l'entier 15, la chaîne Farah et la variable booléenne true. Je l'affiche. Ici la première méthode, qu'est-ce qu'elle dit? Donc ici j'affecte, donc j'écris une variable K qui reçoit 1. Ici je mets un parcours par élément, c'est-à-dire for, ici soit for i, soit for élément, c'est la même chose. For élément, in, L, la séquence de points, print. Ici, j'ai utilisé l'approche de fstring. Donc, pour mieux comprendre les choses, je vais tout simplement, je vais copier cette solution pour mieux et passer à un terminal interactif et coller la solution. Donc, la première approche, qu'est-ce qu'il dit? Donc, déjà ce qu'on doit faire, c'est d'afficher les éléments, d'essayer d'afficher les éléments de la liste L comme susmentionné, ici. Élément 1, ML, élément 2, etc. jusqu'à l'élément 4. Et donc pour faire ça, c'est très simple. On déclare la liste L, on l'affiche avec L, c'est facultatif. La première méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Donc tout d'abord, j'affiche ou bien je crée une variable K qui reçoit 1. Tout d'abord, et puis j'utilise la boucle for. Donc for, ici, soit i, soit élément, parce que puisqu'il s'agit d'un parcours par élément, je vais faire élément pour être plus explicite. For élément, in L, deux points, une indentation, et j'affiche print. Ici, j'ai utilisé la méthode fstring. Qu'est-ce qu'elle dit, la méthode fstring? Donc, pour mieux comprendre cette méthode fstring d'affichage, c'est tout simplement c'est une méthode ou bien une approche d'affichage pour afficher un message d'une manière flexible et dynamique. Donc, je vais vous donner la syntaxe générale. Donc, pour afficher ou bien utiliser la méthode fstring, vous utilisez la fonction print, d'accord? Donc, de manière générale, print, qu'est-ce qu'il veut? On fait, de manière générale, on fait print, et ici, on fait dedans la chaîne formatée, n'est-ce pas? Et ici, la chaîne formatée. Ça, d'une manière générale. Et ici, on met les variables. Donc, variable 1, etc. Ellipsis jusqu'à variable n. De manière générale, c'est ça l'approche qu'on utilise de manière générale. Mais dans ce cas, j'ai préféré d'utiliser la fstring. Qu'est-ce qu'il dit la fstring? La fstring, c'est comme print. Donc, la chose qui est modifiée, la chose qui est nouveau, tout simplement, on fait un petit f ici, on ajoute un petit f, le voilà, petit f, d'accord? On ajoute un petit f, et au lieu de faire des virgules ici, on va pas faire des virgules, on va supprimer les virgules, d'accord? On va supprimer les virgules. Et pour mélanger, donc la f-string, elle mélange la chaîne formatée avec les variables. Mais sauf la chose qui diffère ou bien qui aide Print à identifier entre la chaîne formatée et les variables en question, tout simplement les variables on les met entre deux accolades. Et entre les accolades, on met le nom de la variable en question. Ça marche? Et pour finir notre variable, on met des cotes, voilà, des guillemets. Donc cette approche, qu'est-ce qu'elle dit? Print, c'est-à-dire afficher. Afficher quoi? La chaîne de caractères éléments. Il va contenir la variable K. Il va afficher non pas le nom K, mais la valeur que la variable K contient. Deux points, c'est juste une chaîne de caractères. Et je vais afficher, bien sûr, ici, normalement, l'élément parce que j'ai changé le nom de la variable, donc élément. Et je vais incrémenter le K, tout simplement. Donc ici, je mets, pour mettre des commentaires, donc je vais désactiver cette partie. Donc pour mettre des commentaires, donc les commentaires plus larges, vous mettez 3 guillemets, 3 guillemets dans le début et 3 guillemets dans la fin, tout simplement, pour désactiver ces deux instructions. Et puis je vais lancer mon PyCharm. Voilà. Donc élément 1, ML, élément 2, 15, élément 3, Farah, élément 4, Citron. Donc c'est la même chose. C'est très simple. Maintenant, la deuxième approche. Donc la première approche, elle est simple et elle est fonctionnelle. Maintenant, la dernière approche, c'est la même chose. Maintenant, on va juste supprimer ces 3 guillemets. Hop, hop, comme ça. Maintenant, la deuxième approche, qu'est-ce qu'il dit? La deuxième approche, il suit ce qu'on appelle le parcours par index. Autrement dit, donc J, il joue le rôle de l'index de la liste. Donc for index
in range, donc je vais modifier le nom de J par index pour être plus explicite. Donc index in range, ici je mets len donc la taille qui va retenir la taille ou bien la longueur de L, c'est-à-dire le nombre d'éléments de la liste L. Deux points, une indexation, j'affiche print, j'utilise la méthode fstring, l'élément, ici à la place de J, je vais mettre index, et je vais l'incrémenter par un plus 1, deux points, et bien sûr, entre les accolades, je mets la variable en question. Ici, puisque j'ai utilisé un index, la variable index, je vais mettre index. Donc, la chose qui diffère entre la deuxième approche et la première approche, c'est que la deuxième approche, lorsque je voudrais ou je souhaite accéder à l'élément en question de la liste, je dois mettre le nom de la liste, voilà, L, dans ce cas, L, entre crochets, et l'index. Et bien sûr, je dois combiner. Je dois combiner quoi? Je dois combiner la fonction range avec cette approche pour accéder à l'élément de la liste en question. Je vais maintenant lancer mon PyCharm, exécuter mon code, et voilà la même sortie. Et voilà, donc l'exercice il est bien résolu. Merci. Prochainement, nous allons continuer la partie dédiée aux listes, bien sûr, la partie du tranchage, du découpage en tranches plutôt, donc la technique du slicing. Bien sûr, également, à part la technique du slicing, donc nous allons aborder une gamme ou bien une variété de méthodes et de fonctions sur les listes en question. Et finalement, nous allons finir par une série d'exercices. Avant la série d'exercices, nous allons entamer les matrices ou bien ce qu'on appelle les listes imbriquées ou bien les listes 2D. Et finalement, nous allons finir par une série complète d'exercices sur les listes combinées avec les fonctions. Merci pour votre attention. On se revoit prochainement. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si vous en avez des suggestions, des ambiguïtés, vous pouvez les susmentionner dans la section des commentaires. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.